sont les heureux propriétaires? T'as le droit au micro en premier, t'es plus près de moi. Allez, bonjour. Bon, je pense que vous avez tous reconnu ou tous vu, peut-être, ou pas. Donc, racontez-nous l'histoire de ce véhicule, comment il est sorti? Alors c'est un Renault Sport Speeder saut de vent, donc version sans pare-brise. C'était la déclinaison initiale du Speeder qui par la suite est sorti dans sa déclinaison pare-brise qu'on voit juste derrière en rouge qui est magnifique. C'était le côté commercial aussi, on va dire. Il y a eu beaucoup de reproches, il me semble, au lancement du premier. Oui, en disant il n'y a pas de pare-brise, l'usage est un peu exclusif, etc. Voilà, etc. donc c'est un peu moins exclusif, mais l'esprit est toujours là. Donc c'est deux versions très intéressantes. Donc le Speeder, c'est 930 kg en saut de vent et 965 en pare-brise. C'est un moteur 2 litres 150 chevaux. C'est le dernier F7R. En fait, c'est après celui de la Williams. C'est celui qui a été mis dans les Mégane coupés et donc dans le Speeder. Et ce sont des véhicules qui sont dans leur plus simple expression, c'est-à-dire 4 roues, un volant, un moteur, aucune assistance, pas d'électronique si ce n'est la gestion moteur et le petit afficheur au milieu. Pas d'assistance freinage, rien du tout. Rien. En direct. En direct. Donc on est dans l'esprit anglaise aussi, les anglaises où Voilà. je reprends toujours l'exemple de la Lotus parce que c'est le plus connu. Tout à fait. Et voilà, il y a un volant, pas de direction assistée, pas de freinage assisté, aucune sécurité. C'est ça. Et c'est 100% pilotage. Tout à fait. Pas de ventilation, Voilà, pas de clim. pas de clim, pas de ventilation, pas d'ABS. Voilà, tout ce qu'il peut faire, on fait la chasse au poids. Alors, on est toujours dans le concept d'une voiture légère pour profiter de la puissance du moteur sans avoir un gros bloc et d'avoir les performances aussi de freinage qui vont avec parce que plus la voiture est légère, plus les performances sont élevées. Tout à fait, et avec un châssis extrêmement rigide, tout en aluminium soudé. Et des trains à double triangulation devant, derrière, donc c'est vraiment abouti. Donc on est sur un poids, si on revient toujours au poids, on avait la puissance de 152 chevaux, c'est ça? 150 chevaux. 150 chevaux, et pour un poids de 930 et 965 kg. Donc ça donne de bonnes performances, de belles sensations. C'est sympathique, ouais, sur une petite route, c'est très bien. Il y a 25 ans, on est sur un 0 à 100 en 7 secondes et demie à peu près, donc c'est des performances déjà très honorables, notamment pour l'époque, et des vitesses de pointe qui dépassent pour l'un et pour l'autre les 200. Donc non, ça reste des bonnes autos. Après les 200, il faut avoir un gros cœur pour les emmener, Ouais. notamment et également avoir un gros cœur sous la pluie, parce que ce sont des voitures où le dessous est entièrement plat, entièrement caréné, et qui ont vite tendance à faire de l'aquaplaning. Mais sinon, sur route sèche, par contre, les petites routes, C'est fait pour ça, sur circuit, sur les petites départementales. Exactement, c'est des véhicules qui aiment les virages, et c'est parfait pour ça. Alors sur ces deux versions, hein, on vient de le dire, donc la différence principale, il y en a plein de différences finalement esthétiques. Esthétique un peu. On a quand même. Bon, il y a toute la baie de pare-brise forcément, le tableau de bord a été modifié en conséquence aussi. Oui, la On peut casquette de pas avoir un tableau. tableau de bord identique sur une version sans pare-brise, avec une baie comme celle-ci. Donc forcément, en termes de vision, le tableau de bord a été changé. Effectivement. Alors, il y a des conversions, hein. Il y a des gens qui sont. Il y a des kits qui Il y a des existent pour kits qui adapter. permettent de passer d'un pare-brise à un saut-vent ou vice-versa. Et Renault distribue toujours ces kits-là. Renault, comme malheureusement beaucoup de constructeurs français s'intéressent assez peu à l'histoire de ces voitures, mais par contre il y a des refabrications et puis il y a des stocks qui ont été rachetés par des revendeurs en Europe, il y a des refabrications, il y a des FANA en Allemagne, il y a des FANA au Japon, ces voitures-là, et puis aux Pays-Bas. D'accord, tu arrives encore à... On arrive encore à avoir... Sinon, à part ces éléments spécifiques, tout ce qui est pièces de rechange, etc., vous arrivez quand même à... Ça reste du courant, entre guillemets, aujourd'hui pas trop exotique. Non, bah, c'est des moteurs, c'est un moteur de coupé Mégane, c'est une boîte de Laguna. D'accord, donc on est dans la base mécanique Renault. Tous les éléments qui ne sont pas des éléments spécifiques sont des éléments de grande série qui sont faciles. Il y a des règles d'équivalence, on a facilement la possibilité de remplacer une pièce par une autre. Par contre, après, là où ça devient difficile, c'est les éléments spécifiques. Spécifique en cas de choc ou de dommage, entre guillemets. Oui, tout ce qui est amortisseur, triangle, c'est un peu plus compliqué. C'est compliqué. Donc, Les bulles de phare. Les bulles de les phare. bulles de phare, souvent, ouais. Il y a beaucoup de modèles comme ça, effectivement, qui possèdent les bulles de protection au niveau des optiques. Hein, on peut le voir devant si vous voulez vous positionner.
Donc on connaît quand même la touche au niveau de la ligne Renault, enfin on connaît toujours les formes de la marque, hein, c'est assez identifiable, mais les bulles c'est pratique, mais en même temps ça morfle. Ah, au niveau des éclats, etc. Donc, j'ai mis 2 ans à retrouver une bulle qui avait été fendue par un gravier. J'ai mis plus de 2 ans à retrouver une, c'était une refabrication. D'accord, il y a des fabricants hors Renault, ou c'est Renault qui le fabriquait un lot? C'est hors réseau. Hors réseau, d'accord. Sur les petits... Donc, j'ai 2 possesseurs, j'ai 2 propriétaires, laquelle est la plus pratique au quotidien? Je sais pas, moi je roule avec le rouge pare-brise, je le trouve pratique au quotidien non, mais pratique pour partir en week-end, etc. Après c'est des sensations un peu différentes entre les deux. J'ai conduit un peu aussi en club, on s'est partagé les autos. C'est un petit peu différent, mais pas tant que ça. En fait, c'est des autos très confortables. En suspension, c'est très confortable, on est bien assis. Les sièges Recaro sont d'origine? Ouais, là ils sont en configuration d'origine, quasiment d'origine l'une et l'autre. En tout cas sur leur intérieur. Moi c'est une version qui est un réimport d'Allemagne, donc elle a un airbag, elle a un volant avec airbag, un petit peu moins joli que le volant historique des versions françaises sans airbag. À part ça, voilà, on a de l'espace à bord, on a un petit peu de coffre, on peut partir sur un week-end à 2 avec un petit bagage. On peut voir le coffre, on en parle, on va en profiter. Alors, on ne sait jamais, ce type de véhicule, le coffre il est devant ou derrière? Il est devant. Ah là. Donc par contre l'ouverture des portes est pratique. Parce que pour manœuvrer c'est pas toujours évident, pour sortir des fois sur certains véhicules c'est compliqué. Mais cette cinématique là je trouve ça très pratique. Oui, c'est très accessible. Donc on a quand même un beau compartiment. Alors, je vous invite à venir voir. Hein, je pense qu'on peut mettre 2 beaux bagages à l'intérieur. Bon, bah, forcément les objets du quotidien qui sont dedans. C'est normal, c'est fait pour ça. Et merci d'ouvrir le compartiment. Donc on va voir effectivement, on retrouve un moteur sans position centrale arrière pour l'équilibre du châssis aussi. Ça permet d'avoir une très bonne répartition au niveau des masses et d'avoir une très belle performance sur temps sec, en l'occurrence, sur des circuits qui sont très sinueux. On est dans les départementales à faible vitesse, on arrive à avoir des très jolies sensations, agréables sensations en conduisant ce type de véhicule-là. Exactement. Alors c'est des séries qui ont été sorties pendant peu d'années, il y a eu très peu de volume. Christophe a le micro. Oui. Alors Christophe, le volume en termes de production, on reste quand même sur une production niche. On reste, oui, sur une production globale d'un peu plus de 1700 exemplaires. Donc c'est peu. C'est peu. En saut de vent, 438 au total. Et donc un peu plus de 1300 par an. En termes d'entretien, en termes de coût, monsieur, vu qu'on est sur des PSA, on a dit que la base mécanique, etc., c'était du coup pour Renault. Donc logiquement, l'entretien, c'est pas plus qu'une Mégane RS. Bon, c'est même moins. C'est même moins, il n'y a pas de poulie de déphasage, tout ça, donc il n'y a pas de turbo. Donc l'entretien, c'est pareil, donc pas voilà, plus cher, pas moins vidange cher. distribution, c'est tout à fait classique, il n'y a pas de surcoût lié à ça. Accessible. En termes de compartiment, hein, c'est pas toujours le cas sur les positions centrales arrière. Celle-ci est particulièrement accessible puisqu'elle n'a pas l'échappement d'origine, elle a l'échappement des versions qui couraient en levée de rideau des Grands Prix de F1. Donc il y a moins de flics, il y a moins d'intermédiaires. Voilà, et du coup elle est un tout petit peu moins... Un très beau connecteur. Après, vous verrez qu'il y a un peu plus un compartiment moteur un tout petit peu plus encombré sur la version strictement d'origine. Si on peut ouvrir celle de devant, de comparaison, c'est drôle. Mais sinon, voilà, c'est relativement facile d'entretien. Le moteur est juste à l'envers par rapport à un coupé Mégane ou une Clio, donc il faut avoir des doigts de feu pour aller faire le filtre à l'huile. On n'est pas implanté dans un français. Mais sinon, à part ça, il n'y a rien d'extraordinaire. Alors, des fois, on parle souvent de, comme ça, des moteurs qui sont plus en position centrale arrière, avec souvent des problèmes de refroidissement. Alors, est-ce que celle-ci, c'est le cas ou pas? Est-ce que l'aération se fait bien Alors celle-ci elle monte pas en température, oui. Parce qu'en fait le radiateur il est juste là. Il n'y a pas de circulation d'eau à l'avant sur cette voiture par rapport à une Lotus par exemple. Oui. Là le circuit d'eau il est très court, hein. On part du vase d'expansion, on rentre dans le radiateur qui est juste devant le bloc
et qui est alimenté par les écopes de chaque Des côté de la écopes voiture. latérales qui permettent d'alimenter directement le radiateur. Qui sont pas des écopes factices, qui sont des écopes réelles. Des vraies prises d'air. Vous avez des vraies prises d'air, vous avez deux gros ventilateurs en marche forcée qui sont derrière. Donc ça ne monte pas plus en température qu'une voiture. Par contre, l'été, quand il fait très chaud, vous avez des retours. Il fait chaud dans la quoi. Ça fait chaud dans la voiture parce que vous avez des retours d'air chaud qui sont par les côtés, qui font qu'on transpire un petit peu. Après, c'est une voiture qui n'est pas faite pour être en ville et faire des bouchons. C'est ça, c'est ça. Donc, on est comme sur un usage. Par contre, l'hiver, si on a un petit peu de chauffage comme ça, on ne peut pas le maîtriser son réglage, mais naturellement, on a un peu de chauffage. Exactement. Mais on n'a pas la clim. On préserve la planète. Donc on peut voir la différence peut-être qu'on disait par rapport au compartiment moteur sur cette version. Où effectivement, Là, on retrouve l'échappement d'origine qui prend bien plus de place. Ça sent plus le carburant dans la bagnole classique. Plus les règles qu'on déploie les sandwichs, qui ont l'air. au niveau des différents supports, on a le catalytique là. Oui, catalyseur, silencieux, c'est un échappement complet et qui prend effectivement beaucoup de place. Mais on n'a pas de sortie visible, c'est-à-dire que c'est à ça qu'on peut le reconnaître, un capot fermé. L'échappement d'origine n'a pas de sortie visible. Ça c'est l'origine. Donc là on peut voir, je ne sais pas si vous avez pu faire la gymnastique au niveau des tableaux de bord, il est quand même très original. Hein. Oui. Moi je le trouve très joli en tout cas. Il est très sympa, Très joli là-bas, mais c'est plus original, atypique par rapport à la version ensemble éditée. effectivement avec 3 compteurs analogiques. Par rapport aux différents déflecteurs, puis un mini déflecteur quand même pour limiter l'air, même si on est avec les casques. C'est le saut de vent. Voilà. Le saut de vent est particulièrement efficace. Hein. On roule avec certes un petit peu d'air, quelques turbulences, mais on ne se prend pas le vent de pleine face. C'est pas non plus une Caterham ou... Non, c'est tout à fait roulable, hein, jusqu'à au moins 110 km/h sans souci. Ok. Après avoir rapide là sur la ligne, ça le fait à 110. Ça le fait à 110 sans problème, hein, on est venu par là ce matin. Pour les questions de sécurité aussi, comme les moteurs, en fait, on n'a pas de protection contre les projections de gravier, les lunettes, enfin... Ouais, c'est pour ça qu'on met impérativement les lunettes. Après, pour le reste, nous on met le casque que si on doit faire du 130, sur du long trajet. Mais jusqu'à 110, non, franchement, c'est pas... chacun fait comme il veut, mais au début, quand on l'a eu, on a pris beaucoup de précautions, et puis au fur et à mesure qu'on roule, ça permet aussi de se rendre compte un petit peu du fonctionnement, de ce qui est dévié ou pas, et de la fréquence à laquelle on peut se prendre un petit caillou sur le visage. Ça peut éviter de faire mal. Et finalement, l'usage du casque, on le réserve vraiment pour les gros trajets et sur l'autoroute. Bon, c'est l'inconvénient d'être chaud aussi, mais un casque, s'il y a des ventilations, c'est pas forcément ce qui est le plus confortable. Voilà. Après, vous avez tous remarqué, je pense, il y a un certain nombre de boutons de pression. Et il entoure le compartiment, l'habitacle. Tout à fait. Alors, à quoi ça sert? Et ça sert à mettre un couvre-tonneau, donc ça sert à fermer l'habitacle, alors soit quand on range la voiture, soit quand on la garde quelque part, pour éviter les regards ou de prendre quelque chose à l'intérieur de C'est juste l'habitacle. un couvre-tonneau, c'est pas... S'il pleut aussi, ça permet de préserver l'habitacle en attendant de repartir. Pour les parkings. Donc, pour celle-ci, je le visualise bien. Ça veut dire qu'effectivement, on vient de trouver là pour éviter la flotte, la pluie, etc. Et on est sur une version de parking. Alors, ça vient se prendre aussi devant, dans la pression, donc de devant jusque derrière. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le couvre-tonneau est en 2 parties, on peut enlever uniquement la partie conducteur. C'est-à-dire qu'avec le reste, on peut être couvert. On peut le faire. Alors j'ai d'ailleurs jamais essayé, j'essaye à l'occasion de conduire comme ça, mais je suis jamais tout seul. Les pressions vont être dures à mettre s'ils n'ont jamais été utilisés. Ah si, le couvre-tonneau j'utilise régulièrement, mais le fait de garder la moitié et de conduire, voilà. Bon. Donc en général, on reste sur une 2 places. Donc vous sortez souvent le week-end avec vos conjoints, époux, enfants. Ouais, week-end, avec mon épouse beaucoup, mon fils aussi qui est passionné de voiture. Et donc week-end vacances, on est parti là en juillet en Ariège, donc c'était super sympa, les routes de montagne et tout, c'était top. En général, on part en voiture dans ces aussi loin, c'est pour aller en montagne. C'est pour en profiter, voilà. Exactement. C'est pas fou. Au niveau là, on a parlé du coup d'entretien. Est-ce que l'assurance c'est pareil d'une voiture Williams, c'est pas surcoté en termes d'assurance? Non, c'est pas surcoté. Non, ça va être entre 4 et 500 à l'année en tout risque. Pas plus une voiture, on va dire classique, sportive, un peu. Même pas. Ce sont des voitures qui roulent normalement relativement peu malgré tout.
1500 à 2000 km par an. C'est peu quand même. Et du coup, j'ai une assurance au kilomètre qui fait que je dois payer aux alentours de 250 50% de bonus. J'ai payé 250 € en police par année. D'accord. Vous sortez très peu avec 2500, on est sur 4 pleins, on va dire. Oui, Hein, en gros. après on a C'est des petits réservoirs, pas comme ça, c'est des réservoirs d'une cinquantaine de litres. Quand même. D'accord. Non, c'est encore des voitures des années 90, donc il y avait encore des réservoirs. Il fallait alimenter un 2 litres. Après en consommation, on n'est pas très élevé. On est de l'ordre de 7 litres, 7 litres et demi, 8 litres. C'est léger, donc la consommation, forcément, elle va de pair. Non, c'est vraiment des très beaux véhicules. Enfin, vous les entretenez en tant que collector aujourd'hui. Enfin, les petites séries du marché, alors prenez une enveloppe, une boîte, on va dire. Aujourd'hui, de l'acquisition d'un véhicule de ce type-là, quelle enveloppe, entre guillemets, je dois. Après, ça dépend de l'entretien, des détails, évidemment. Normalement, le marché est petit, il n'y a pas beaucoup de voitures à la vente. On est sur des enveloppes qui tournent maintenant aux alentours de 45, à peu près 45 000 €. De prix. Voilà, donc ça peut monter plus haut sur des véhicules un peu en état exceptionnel, très peu Il y a kilométrés. peut-être des finitions spéciales aussi qui ont peut-être été sorties, même pas. Les finitions étaient restées vraiment les mêmes. Après, ce qui compte aujourd'hui, c'est des véhicules complets. C'est des voitures qui étaient livrées de série avec une mallette pour tous les accessoires, avec une mallette pour la documentation. Si vous les avez, ça rajoute aussi un peu à la valeur de la voiture. Le couvre-tonneau, il faut qu'il soit. Sur celle-ci, moi j'ai une capote qui n'était pas de série mais qui était fabriquée par un équipementier allemand, Elia. C'était le premier marché de la voiture. La voiture a été vendue neuve, plus nombreux, en nombre plus grand en Allemagne qu'en France. D'accord, c'est relativement, on peut dire sur le marché français. relativement rare pour une voiture française qui a vendu un plus grand nombre d'exemplaires en Allemagne qu'en France. Et du coup, il y avait un équipementier allemand, c'était Elia, qui avait développé des accessoires, une capote gelée. Alors c'est une capote assez artisanale, mais qui avait résisté dans certaines conditions spécifiques. On est parfois content de l'avoir. On a fait une rencontre annuelle avec ces autos, c'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Et cette rencontre, elle se fait un peu partout en France. Il y a beaucoup de passionnés de ce modèle-là, des possesseurs dans la région. Dans la région, On va dire dans l'ouest, comme ça. Non, dans l'ouest. Mais c'est une faible série, donc forcément, on va dire qu'on est en 4-5. On va se connaître, on est 4 ou 5 dans l'ouest. Après, il y a quelques points de Galénie, il y a Dijon, du côté de Dijon, il y a un concessionnaire, il a bien vendu. oui, ou des passionnés qui sont installés là. Avec des circuits souvent à proximité aussi, Dijon. C'est ça. Il est réputé pour son circuit. Donc, Mais c'est des voitures plus agréables sur route que sur circuit, parce que sur circuit, la boîte est courte, donc ça fait fort. Voilà, elles ne sont pas forcément dans la réponse sur circuit. Elles le sont beaucoup plus sur les petites routes, bien revêtues. Très très sympa. écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, c'est encore de très beaux modèles présentés aujourd'hui. Et puis avoir les deux versions principales, c'est les Ça permet de comparer, effectivement. Voilà. Merci beaucoup à vous. Avec plaisir. Bon dimanche, à la bientôt.